Une école de journalisme, pour vous situer un petit peu, c'est un espace-temps où l'extrême droite commence à François Bayrou. Donc déjà, il faut survivre à ça, et une fois que vous êtes journaliste titulaire, et que vous êtes chargé de parler de ce qu'on appelle l'insécurité, des faits divers, vous comprenez très vite que soit vous devenez fou, ou soit vous démissionnez, en fait. Il y a peu d'alternatives. Ou alors, vous faites comme tous vos collègues, vous mentez, vous dissimulez, vous hiérarchisez l'information de manière à mettre certains faits divers en avant et en nier d'autres ou en dissimuler d'autres. La France Orange Mécanique, moi, mon idée, c'était je constatais tous les jours sur le terrain que tous ceux qui étaient concernés par l'insécurité, victimes, policiers, magistrats, voyaient la même chose. Que monsieur moyen, c'est-à-dire vous, moi, l'individu normal qui regarde sa télévision tous les jours, a une impression, un sentiment d'insécurité. Je me suis demandé s'il correspondait au réel. Et en fait, la France Orange Mécanique, ça a consisté à le vérifier et à dire à monsieur moyen qu'il avait raison de voir ce qu'il voyait et qu'il avait même raison de penser ce qu'il pensait. À partir de là, comme monsieur moyen, très majoritairement, pense que la justice en France est tout à fait laxiste et pense que le multiculturalisme, peut-être éventuellement, pose un certain nombre de problèmes, je me suis dit, s'il y a une telle phase dans l'opinion, naïvement, j'étais naïf à l'époque, le peuple étant souverain, théoriquement, il doit pouvoir faire respecter sa volonté. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, chose absurde, réguler l'immigration, ou éventuellement faire appliquer la loi. Je sais que c'est bizarre, hein, ça peut choquer de telles idées, mais je me suis vraiment posé la question, qu'est-ce qui empêche tous ces individus avec lesquels je suis d'accord de faire respecter leur volonté? Il me semble qu'ils sont quand même un petit peu plus nombreux que les individus qui tiennent la télévision. Donc, voilà, là est le barrage, c'est que ceux qui ont accès à l'expression publique ne pensent pas comme vous et moi. C'est une sorte d'école de journalisme géante. Géante justement, ces individus sont assez peu nombreux finalement. Et il y a un déséquilibre qui est très frappant. C'est-à-dire que quand le samedi soir vous regardez Aymeric Caron à la télévision, vous, personne ne vous entend l'insulter. Vous êtes très seul. Et lui, il est en train de parler à des millions de vos semblables. Et dans toute votre existence, vous ne parlerez jamais à autant de personnes qu'Aymeric Caron. Donc, on s'interroge, de qui tient-il sa légitimité suprême? Qu'est-ce qui fait que lui, il a cet accès formidable, cette puissance de frappe phénoménale? Et qu'est-ce qui fait que vous êtes condamné à lui chier des chips au visage et à vous énerver dans votre canapé? Donc, c'est la question fondamentale qui a amené la rédaction de ce livre. Alors il y a plusieurs raisons. Il y a cette fameuse création de l'audiovisuel public, de l'audiovisuel même en général, qui permet ce déséquilibre. Le fait qu'une petite poignée d'individus peut contrôler l'accès à la parole et peut donc imposer à la foule des messages qui prennent la forme de récompense ou de punition. Et là, ça s'apparente à un dressage vraiment de type animalier. C'est-à-dire que je considère dans ce livre, je le détaille un petit peu, que l'homme est un animal domestique et que donc il répond à une logique très stricte de récompense et de punition. Quand vous dites dans la rue qu'il ne faut pas faire d'amalgame, par exemple, qu'il ne faut pas stigmatiser, qu'il ne faut pas généraliser, que la diversité est une richesse, etc., vous prenez une sorte d'aura morale fantastique, vous passez au-dessus de la foule, en quelque sorte. Vous ne restez pas au niveau du sens commun. Vous vous élevez au-dessus. Ça, c'est intéressant. Et parallèlement, vous avez une menace qui pèse sur vous en permanence, que la télévision réussit à faire peser sur vous, que les individus comme Caron vous menacent tacitement de représailles si vous ne pensez pas correctement. Si vous envisagez de faire un amalgame, par exemple, vous vous posez des questions, vous vous demandez si vous ne risquez pas par hasard d'être mis à l'index et d'être exclu de votre groupe, parce que c'est notre terreur d'animal, c'est la peur d'exclusion du groupe, c'est à ça que tout fonctionne. On a tellement peur d'être exclu de notre petit groupe de proches, d'amis, de travail, de tout ce qu'on veut, qu'on a tendance à prononcer des opinions et des jugements conformes.
Et on le fait tous. Enfin, je sais pas, moi c'est un de mes sports favoris, mais tout le monde n'aime pas gâcher des repas de famille. Donc on a tendance à modérer nos jugements et à se dire que bon, finalement, je vais mettre un petit peu d'eau dans mon vin, surtout quand le sujet est extrêmement sensible, quand par exemple quelqu'un, tonton Fernand, se met à dire que les immigrés, bon, ça commence à bien faire, et que là il y a Tata Brigitte qui s'énerve en disant que c'est scandaleux, on ne peut pas dire ça. On a des alarmes qui s'allument dans notre tête en se disant là c'est un sujet extrêmement sensible, donc je risque, c'est-à-dire que ma position sociale est en jeu. Alors ça se passe dans la rue, ça se passe en famille, ça se passe à la télévision, et tout ça répond à une forme de conditionnement. Il y a la bonne pensée, il y a la mauvaise pensée. Les journalistes aujourd'hui ne se contentent pas de donner une information. Par exemple, on ne vous dit pas Robert Ménard décrète qu'il y a 64,9% d'individus de type arabo-musulman dans les écoles de sa ville. On vous dit dérapage de Robert Ménard. Voilà. Dérapage, c'est une prise de position morale de la journaliste qui n'a techniquement pas lieu d'être. Elle est juste censée vous rapporter l'information, et c'est à vous, normalement, avec votre cerveau tout à fait indépendant, de décider si oui ou non ce que dit M. Ménard est scandaleux ou pas. Ce fameux scandale, les fameuses polémiques qu'on entend à la télévision sont complètement créées par les journalistes. Techniquement, si on nous laisse notre libre arbitre, je sais bien que le téléspectateur n'a pas un libre arbitre extrêmement développé, mais il devrait quand même être apte à juger des informations qu'on lui donne. Donc tout ça, c'est les deux questions centrales de la France Big Brother, c'est qui sont ces gens qui ont monopolisé, colonisé l'expression de la parole publique, et pourquoi nous, qui sommes extrêmement nombreux, qui sommes théoriquement souverains, qui ne supportons pas cette situation, pourquoi l'accepte-t-on aussi facilement? Ce sont vraiment les deux axes principaux de ce livre. Alors, je comprends bien, en même temps, déjà, dès la fin des années 70, Gilles Deleuze définissait le journal télévisé en disant le journal télévisé, ce sont une succession de mots d'ordre qui sont diffusés. Mais quand Gilles Deleuze s'exprimait, c'était à la fin des années 70, c'était encore à une époque où la télévision était un monopole d'État, les radios restaient un monopole d'État. Depuis, on a le sentiment qu'il y a un pluralisme des moyens d'expression. Il y a eu d'une part une privatisation des chaînes de télévision et de radio, d'autre part l'apparition d'Internet. Donc est-ce que ce pluralisme des moyens d'expression ne parvient pas cependant à contourner ce caractère compact et finalement homogène idéologiquement des moyens de communication? Alors ça, en effet, c'est l'espoir qu'on a, en fait. Parce que jusqu'à maintenant, c'est ce que je me pose la question, je me mets dans la tête de M. Moyen dans son canapé, quelle solution a-t-il concrètement pour combattre Big Brother? Il y a la solution Breivik, que je ne recommande pas personnellement. En tout cas, voilà, c'est une de ces possibilités. Il y a la solution d'intégrer la machine, comme par exemple j'ai tenté de le faire. C'est-à-dire que donc vous mentez pour être recruté, pour être pris dans une école de journalisme par exemple, vous passez votre vie à mentir pour franchir toutes les étapes qui vous permettent d'avoir accès, par exemple, je ne sais pas, au plateau de Laurent Ruquier, et une fois que vous êtes chez Ruquier à l'heure de grande écoute, vous balancez une énormité. Le problème, c'est qu'après, c'est terminé pour vous, vous êtes dérapé, c'est fini, vous dégagez. Donc c'est une stratégie assez frustrante quand même. Si on passe 30 ans de sa vie à intégrer un tel système, on a tendance à vouloir conserver sa place au sein de ce système. C'est pour ça que je rencontre quantité de journalistes plus ou moins connus et d'universitaires plus ou moins en vue qui m'expliquent, mais moi je pense exactement comme vous, mais j'attendrai ma retraite peut-être éventuellement pour commencer à le dire, parce que sinon ma carrière est finie, j'ai des enfants à nourrir, etc. Bon. Il y a une forme, voilà, comme ça, d'attente, y compris au sein de Big Brother. C'est un peu la théorie du banc de sardines. On se dit que tout d'un coup, ils vont tous se mettre à tourner, tous ensemble, mais en attendant, personne n'a envie d'être la première sardine qui prendra le risque de se faire bouffer par un poisson. Donc, tout le monde attend. Il y a un attentisme énorme aussi, y compris de notre part, et on est assez content de voir arriver des médias alternatifs, des sites internet qui sont à mon sens des véritables contre-pouvoirs. On peut citer le site fdesouche.com, que sans doute certains connaissent ici dans cette salle. C'est un site vraiment, de par son audience, qui concurrence réellement le monopole de l'expression de Big Brother.
il y en a beaucoup d'autres, et il y a surtout un phénomène intéressant sur les réseaux sociaux de partage et de bouche à oreille qui permet, encore une fois, de contourner cette information que tout le monde estime complètement tenue, polluée par une morale qui est complètement folle. Il y a aussi des dérives qui vont avec. Il faut reconnaître qu'il y a pas mal de théories qui circulent sur Internet, qui ne sont pas tout à fait fraîches d'un point de vue intellectuel, et en fait, il ne faut pas se dire que parce que tout ce qui sort de la télévision est mensonge, tout le reste est vérité. Il faut faire assez attention, il ne faut pas passer d'une foi à une autre. Hélas, il y a des théories, beaucoup de théories du complot qui circulent, je pense qu'ils nous font perdre un temps précieux. Alors, votre ouvrage porte, évidemment, le cœur de l'ouvrage, c'est le conditionnement que nous subissons du fait des médias. Mais vous commencez quand même les choses, l'enquête et l'analyse a un caractère beaucoup plus fondamental, puisque vous commencez, le premier chapitre est consacré au domesticus, vous en avez dit un mot, et vous commencez par une réflexion sur l'état de conditionnement et de subordination physique dans lequel nous sommes tenus dans les sociétés modernes, par la médecine moderne, par les conditions de vie qui font que progressivement les résistances physiques, les réflexes que nous pouvions tenir à l'état de nature se sont progressivement élimés, et que cette dimension physique expliquerait en partie l'état d'abrutissement dans lequel finalement on se trouverait aujourd'hui. Alors, tout à fait. Moi, je ne veux surtout pas qu'on oublie que nous sommes des animaux. Ça, c'est en France, ce principe n'est pas du tout intégré, alors que dans le monde anglo-saxon, c'est fondamental. En France, on a tendance à dire que l'homme est un animal, est un être social, il subit uniquement le contexte de l'environnement, etc., ce qui explique que certains réussissent moins que d'autres, alors que tout le monde est égal, il suffit d'avoir un peu de bonne volonté, bref. En réalité, nous sommes des animaux, nous avons été conçus, notre psychisme s'est formé il y a des millions d'années pour survivre à des situations précises de survie dans la savane, où chaque acte dont chaque acte dépendait de notre survie. Par exemple, le simple fait de croiser un inconnu mettait en jeu notre existence. Donc notre cerveau a développé des quantités de façons d'analyser l'inconnu, et aujourd'hui on croise des milliers d'inconnus tous les jours dans notre civilisation. Donc notre cerveau, il est facile d'imaginer qu'il s'est débranché, qu'il s'est mis en veille. C'est pour ça que nos contemporains présentent un certain degré d'abrutissement, en particulier ceux qui se promènent dans les villes. Pour prendre le métro, par exemple, sans que, pour entasser 40 personnes dans une rame de métro sans qu'elles s'entretuent, c'est un exploit technique, vraiment. Il y a un degré de domestication de l'être humain qui est très important. Alors la domestication, pour vous expliquer un petit peu le problème, vous prenez le loup et vous prenez le chien. Donc vous avez un animal sauvage et vous avez son pendant domestiqué. La différence, c'est que le chien, on l'a extrait de ses obligations de survie. Donc, il a perdu son endurance, sa vitalité musculaire, son sens de l'orientation, etc. Il a perdu beaucoup de force, il a perdu beaucoup d'aptitude par rapport au loup. Il se trouve que l'être humain, par la société, s'est domestiqué lui-même. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'avoir des aptitudes de chasseur, de combattant, de tout ce qu'on veut. On est servi par la société, donc on est exactement dans le même état que le chien domestique. Et si on compare les caractéristiques que ça induit sur le chien, outre les problèmes de santé extrêmement nombreux, les problèmes génétiques, il y a le caractère juvénile permanent, le chien joue toute sa vie, l'être humain aussi. Il y a le dérèglement des fonctions primaires, c'est-à-dire la sexualité, l'alimentation. Les chiens souffrent de troubles de l'alimentation et de la sexualité assez spectaculaires. Vous avez tous déjà vu un chien essayer de se reproduire avec votre jambe, je pense. Nous souffrons exactement des mêmes troubles. La sexualité de l'être humain est pour le moins originale. Je vous laisse réfléchir à la question. J'imagine que vous avez des exemples en tête de sexualité non conventionnelle. Alors que par exemple, un animal sauvage comme le loup, sa sexualité est extrêmement rigide et codifiée. Alors, il y a cet aspect-là, il y a surtout l'aspect de dépendance, moi qui m'intéresse, dans cet état de domestication. Le chien sait qu'il dépend d'une force supérieure. Donc il est dans une terreur permanente de l'abandon, et il se remet complètement justement à cette fameuse force extérieure, le maître. Nous sommes dans le même cas. C'est-à-dire que nous n'attendons pas une solution qui viendrait de nous-mêmes. Nous espérons avoir un meilleur maître, un homme providentiel, Nicolas Sarkozy, je ne sais pas, vous mettez ce que vous voulez. On attend qu'une force supérieure agisse pour nous. Le français
extrêmement domestiqué sur ce point de vue-là, et il espère tout d'un État ou d'un système du moment que lui peut garder son confort, et surtout qu'il peut garder sa place au sein du groupe. Donc ça, c'est vraiment là-dessus, je pense que s'appuie ce conditionnement. Le chien, on peut lui faire aller chercher le journal, par exemple, ça n'a aucun rapport avec sa programmation génétique, avec son sens de la survie, mais simplement parce qu'on le récompense ou qu'on le menace de punition, il va le faire. Nous, on nous fait faire des choses qui sont complètement aberrantes, avec le même système de récompense et de punition. Et on nous fait absolument tout accepter, ça me fait toujours penser un petit peu aux, vous savez, les tigres dans les cirques, qui sont très mal à l'aise face à un cerceau de feu, et qui se résignent à sauter dedans parce que le dresseur les a bien dressés, justement. J'ai l'impression que c'est un petit peu la même situation qu'on vit quand on va prendre le métro à Clichy, par exemple. Vous voyez un petit peu le parallèle est un petit peu vaseux, mais tout le monde voit de quoi je parle. Donc ce caractère est fondamental, et c'est sur celui-là que Big Brother s'appuie. Alors en même temps, on voit bien que cette domestication n'est pas complète. L'agressivité a été partiellement domestiquée, mais il subsiste un fond d'agressivité qui se déclenche parfois. Et vous avez un très beau chapitre, c'est le chapitre 3, 2 minutes de haine, que vous consacrez précisément à l'analyse de ces phénomènes organisés par la télévision en particulier, de boucs émissaires, ou ces phénomènes cathartiques, où on va prendre une cible. Vous prenez un exemple qui est très intéressant, c'est le Petit Journal qui régulièrement va prendre une cible, un chanteur, une personnalité, pour la désigner comme étant responsable d'un propos qui n'est pas convenable, et surtout canaliser sur cette personne une haine considérable qui en fait soulage et participe de ce maintien de l'économie générale du système. Oui, et toute tribu ou tout groupe d'animal a besoin d'avoir un adversaire identifié pour sa propre cohésion. Et alors, en plus, ce qui est intéressant avec ces techniques, c'est qu'elle peut frapper, personne n'est à l'abri en fait. Edouard Caron lui-même, je crois, a été accusé d'être antisémite, il me semble, assez récemment. Anne Romanoff a été accusée de racisme. Enfin, c'est assez délirant, mais en tout cas, personne n'est à l'abri et ne doit se sentir à l'abri. Ce qui fait que n'importe qui, en permanence, a cette forme de terreur, quel que soit le sujet abordé, donc, et avec cette pression sociale, doit se comporter bien et penser comme il faut. En plus, dans ce milieu-là, ils ont des récompenses qui vont avec, c'est une forme de prestige social. Bernard-Henri Lévy peut faire ce qu'il veut, il a un prestige social au sein de ce groupe d'individus, et c'est tout ce qui lui importe. Que Robert lui jette des chips depuis son canapé, il s'en fout complètement, parce qu'il ne pense, lui, qu'à son prestige au sein de son groupe, et c'est ça qui lui rapporte sa notoriété morale et matérielle. Voilà, c'est comme ça que ce groupe s'auto-alimente. C'est pour ça que quand on se dit, nous, ils ne voient pas la réalité, c'est incroyable, ils ne comprennent pas ce qui se passe, ce qu'ils sont en train de faire, il ne faut pas le voir comme ça. Pour eux, tout se passe très bien, ils vivent extrêmement bien, donc ils n'ont pas de raison évidente de s'inquiéter. Mais alors, précisément, parce que ces 2 minutes de haine, vous pensez qu'elles sont organisées, c'est-à-dire quand on désigne, par exemple, Robert Ménard ces derniers jours, comme étant le cœur de... C'est organisé, c'est-à-dire c'est concerté par un certain nombre de personnes qui désignent, ou c'est un système qui le produit de manière spontanée? Non, il n'y a pas de donneur d'ordre dans ce genre de cas de figure. Ce sont des mouvements spontanés qui sont permanents toutes les semaines, il y en a un à peu près. Vous avez des individus vigilants, enfin les lanceurs d'alerte, ou des gens qui passent leur temps à surveiller les tweets des autres, et que dès qu'il y a un truc qui semble un petit peu étrange, ils le signalent, ils s'indignent. Ce système ne fonctionne qu'à la calomnie et l'indignation. Ça s'épuise assez vite, d'autant que Ménard fait exprès chaque semaine de trouver un moyen de les faire hurler, ça l'amuse beaucoup, et parce qu'il sait qu'en faisant ça toutes les semaines, au bout du compte, l'indignation s'essouffle complètement. Et c'est comme n'importe quelle valeur économique, quand vous l'utilisez tous les jours, au bout d'un moment, plus personne n'est impressionné par ça. Et quand il y a vraiment un problème ou un péril grave, on peut guère crier plus fort. Donc il n'y a pas de concertation et de donneur d'ordre. Moi, les journalistes qui rentrent, déjà les aspirants journalistes qui rentrent à l'école de journalisme, savent exactement ce qui les indigne. Ils ont un langage tout à fait préfabriqué.
C'est très étonnant. D'ailleurs, dans ce système, ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a pas de différence d'idées ou de slogan entre, je ne sais pas, Manuel Valls ou n'importe quel aspirant journaliste. Ils pensent tous et ils disent tous exactement la même chose. Il y a très peu d'exigences intellectuelles. C'est tout le monde pense vraiment, il faut être aligné et ne pas dévier. Et comme tout le monde peut être accusé, y compris Manuel Valls, qui lui-même en son temps regrettait, je crois, que la ville d'Evry n'était pas tout à fait représentative de ce qu'elle était il y a peut-être 40 ou 50 ans. Voilà, tout le monde peut avoir à un moment donné l'épée sur la tête, donc tout le monde a tendance à en faire des tonnes pour se donner des gages de bonne conduite, de respectabilité, y compris d'ailleurs les individus qui représentent des partis politiques dits d'extrême droite, ont tendance à s'adapter à ce système de terreur et à donner des gages à ce système pour, je ne sais pas, espérer apaiser la colère divine, le courroux qui sera déclenché sur eux. Mais alors, c'est précisément l'élément important, parce que dans la France Big Brother, évidemment, la question qu'on se pose à plusieurs reprises, c'est qui est Big Brother? Et il y a deux manières de répondre à la question. Soit Big Brother correspond à une élite qui serait en quelque sorte extraite du monde dans lequel nous vivons, ça c'est une théorie de type complotiste, soit au contraire, Big Brother c'est un produit que le système génère lui-même, et à ce moment-là, comme vous le dites très justement, n'importe qui, à n'importe quel moment, peut être l'objet de la cible de Big Brother. Il n'y a pas, en quelque sorte, un arrière-monde d'où les décisions seraient prises. Mais de toute façon, on peut tous, à un moment donné, incarner Big Brother. Je parlais des repas de famille tout à l'heure, et il y a beaucoup de gens qui, à un moment donné, dans leur vie, sont amenés à dire oui, on commence à dire ça, et après, on se retrouve avec 6 millions de morts. C'est arrivé sans doute à certains d'entre nous. Et à ce moment-là, on a senti une forme de toute-puissance morale incroyable, parce que l'autre est minable et se liquéfie sur place en se disant « mais non, c'est pas ce que j'ai voulu dire », etc. Parce qu'on n'a pas de contre-argument. La puissance de feu est tellement forte, voilà, tout le monde n'est pas un breton de 80 et quelques années qui s'en fout complètement. On a tous peur de perdre quelque chose au sein de cette société, donc on prend sur nous et on fait très attention à ce qu'on dit. Je repense à ça, je voudrais revenir un petit peu sur l'agressivité dont on a parlé, puisque c'est quand même assez important. L'agressivité est une chose qui est contrôlée par la testostérone. On s'est aperçu dans les 30 dernières décennies que le taux de testostérone des occidentaux, des mâles occidentaux, s'était effondré, avait perdu 20%. On ne sait pas exactement pourquoi, on ne sait pas si c'est dû au fameux bisphénol, etc., les perturbateurs, ou s'il y a une raison plus pragmatique qui fait que quand un individu, quand un mâle est humilié et battu, terrassé par un adversaire, son taux de testostérone s'effondre et demeure bas. En gros, il y aura une sorte de cercle comme ça vicieux de l'humiliation, du mâle humilié, qui a une si piètre estime de lui-même qu'il se rabaisse dans son rôle de mâle et qu'il l'est de moins en moins. Bon, là, ça touche à l'hypothèse, mais en tout cas, on a constaté ce fait. C'est-à-dire que les hommes sont moins hommes aujourd'hui. D'ailleurs, on constate, quand on prend une rame de métro à Clichy, qu'il y a un décalage justement entre la production endocrinienne de certains individus. C'est-à-dire que certains paraissent un petit peu plus agressifs que d'autres. Je ne stigmatise personne et je ne fais pas d'amalgame, mais il y a des différences, en tout cas dans la manière dont sont domestiqués les individus. Et évidemment, ça pose un problème majeur de cohabitation à court terme, à très court terme, surtout dans une rame de métro à Clichy. Alors, en même temps, ce lien qui est fait entre la décadence, la domestication et la civilisation, il est ancien, on le retrouve chez beaucoup d'auteurs classiques. Montesquieu déjà regrettait la perte de l'esprit chevaleresque et le développement du commerce et de la paix. Dans le Hagakure, on trouve des propos sur la féminisation du pouls et le fait que les vrais hommes n'existent plus. Donc c'est un thème qui revient fréquemment dans la littérature et on va dire dans la littérature décliniste. Qu'est-ce qui caractérise notre époque qui fait qu'il y aurait une différence de nature avec ces considérations sur le déclin, sur le fait qu'évidemment, avec le développement de la civilisation, les hommes perdent en quelque sorte de leur énergie naturelle. Quelle est la différence de notre époque aujourd'hui par rapport aux époques passées où on a pu avoir également des idées de type décliniste ou décadentiste? Je pense que globalement, le mâle occidental a tendance à abandonner à peu près tout ce qu'il peut abandonner en échange d'un peu de confort et de tranquillité à l'État.
c'est-à-dire à 1 mètre, en disant bon, c'est plus moi qui assure la sécurité des miens, ça c'est admis. L'homme n'assure plus la sécurité de son foyer, il s'en remet à la police, il sait très bien que lui-même n'a rien à faire et surtout, il ne faut surtout pas riposter avec violence pour ne pas blesser le malheureux agresseur. Ça, c'est alors, il y a cet aspect très pratique, mais sur tous les plans de la vie, c'est-à-dire qu'on préfère sacrifier beaucoup de liberté à une sécurité qui serait assurée par une force supérieure, encore une fois. Publicité, par exemple, les publicités s'adressent à des enfants particulièrement stupides. Vous prenez une notice électroménagère, vous vous dites, c'est pas possible, c'est écrit pour des débiles, vraiment, débiles très profonds. Donc on se demande, on se dit, délibérément, il y a quand même un abandon d'une forme de fierté intellectuelle aussi, sur le fait d'accepter, de jouer ce rôle en fait, d'accepter cette sidération, d'être pris pour un enfant, qu'on vous parle comme à des enfants, de n'avoir plus aucun amour-propre et potentiel de, je sais pas, de dépendance, d'indépendance pour le coup. Ça, c'est assez fondamental et ça amène la situation que nous connaissons. C'est-à-dire qu'on sait, aujourd'hui, moi, c'est une des questions de ce livre, pourrait-il y avoir une réaction concrète? J'en suis pas sûr du tout, parce que le confort étant là, vous savez, je parle toujours cette parabole des animaux domestiques. Si vous prenez des moutons dans un enclos, tant qu'il y a de l'herbe et tant qu'il n'y a pas de prédateur qui pointe le bout de son nez, les moutons ne vont pas bouger de cet enclos-là. Et même au pire, s'il y a un prédateur qui monte le bout de son museau, ils sont capables de se regrouper derrière le berger, même si le berger s'appelle François Hollande. Alors, on a une marge certaine avant qu'il se passe quelque chose. Il y aurait pu, à certains moments, se passer quelque chose, mais presque par accident. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la manif pour tous. Le patron de la préfecture de police de Paris m'avait expliqué que quand il était responsable ce jour de la sécurité, donc il y avait 1 million de personnes selon les organisateurs et 48 selon la police, et il m'expliquait, donc j'étais face à 1 million de personnes, il y a quelques individus qui se sont amusés à forcer le dispositif de sécurité pour aller courir sur les Champs-Élysées. Ils étaient une centaine, Brigitte Bardot a aussitôt appelé les autres à se calmer avec ses ballons roses, etc. Rentrez chez vous, allez regarder Cyril Hanouna et tout ira bien. Ce responsable m'a dit, vous savez, si la foule avançait, l'ordre était déjà donné, nous on arrêtait tout, on posait les armes par terre, on les laissait faire, ils faisaient ce qu'ils voulaient à Paris. Ils auraient pu aller dire bonjour à François Hollande par exemple, personne n'aurait pu s'y opposer parce qu'1 million de personnes c'est colossal. Mais le citoyen français étant en colère mais quand même discipliné, n'est pas allé jusque-là, il est rentré chez lui, il était satisfait de cette mobilisation. Et d'ailleurs, donc là je me suis dit, bon très bien, on a donc raté une occasion intéressante, peut-être pas de prendre le pouvoir par la force, mais en tout cas au moins d'aller dire bonjour à François Hollande. On a raté cette occasion-là. Mais une telle mobilisation n'aurait peut-être pas pu avoir lieu si justement il n'y avait pas eu des petits ballons roses, un discours très tolérant d'amour, etc. Parce que le monsieur moyen aurait eu peur de se rendre comme ça dans une manifestation, disons, un petit peu plus louche. Il y en a eu quelques-unes, elles ont eu un peu moins de succès. Encore une fois, parce qu'il y a une peur de l'image. Tant qu'on n'adopte pas les codes de la modernité de Big Brother, on ne peut même pas être en colère. Donc ça fait partie des éléments qu'il faut analyser. Alors, une de possibles, c'est évidemment le monde des médias qui, sous une apparente pluralité de façades, en réalité organise une domination par l'information. Une autre cible que vous prenez, c'est l'école. Il y a un chapitre qui est intitulé « À l'école du dressage » et qui d'ailleurs m'a fait penser à un essai qui était paru il y a quelques années, en 2005, de Jean-Paul Brigelli, qui qualifiait l'école de fabrique à crétins. Vous n'êtes pas loin de partager cette appréciation sur l'école, et au fond, les programmes qui viennent de sortir pour le collège à partir de la rentrée prochaine pourraient confirmer vos analyses. Ce sont des programmes tout à fait conformes à ce qu'on pourrait attendre, d'excellents programmes qui expliquent déjà qu'il ne faut pas faire d'amalgame en premier, et qu'ensuite, éventuellement, peut-être, on vous parlera un petit peu de l'histoire chrétienne, si on a le temps à la fin de l'année, entre deux parties de cartes. Mais voilà, on comprend très bien que l'essentiel de cette idéologie, elle a une feuille de route, et l'idéologue, lui, ne peut obtenir des satisfactions, des gratifications morales qu'en allant toujours un petit peu plus loin. Donc tous les ans, il va se battre pour
encore améliorer le programme scolaire, l'améliorer dans son sens, évidemment. Donc il cherchera perpétuellement comment endoctriner les masses un petit peu mieux. Alors, on parle de l'école en général, mais même l'école qu'on appelle l'école d'excellence, et vraiment, c'est spectaculaire. Il faut voir, pour le croire, les copies de gens qui tentent l'ENA, par exemple, ou Sciences Po. On arrive maintenant à des choses qui sont absolument calamiteuses. Vous disiez aussi un mot de la deuxième édition d'Orange Mécanique, puisque vous avez éprouvé le besoin, l'ouvrage a eu un réel succès, mais vous avez éprouvé le besoin de mettre à jour les chiffres. Or, vous avez critiqué notamment sur les chiffres, sur les sources des chiffres. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous avez voulu faire dans cette deuxième édition de la France Orange Mécanique? Alors, il y a plusieurs raisons. Donc déjà, il y a eu l'affaire Charlie Hebdo, par exemple. Il y a eu beaucoup d'autres affaires de ce type. Il y avait pas mal de choses à dire sur le terrorisme en particulier, parce que j'ai eu entre-temps plusieurs rendez-vous avec des responsables très importants de la police nationale qui m'ont, enfin vraiment le sommet de la hiérarchie, ou qui m'ont expliqué qu'en gros, qu'ils étaient complètement largués par la situation. Il y avait trop d'individus à surveiller, de lieux à sécuriser, et que donc, on attend et on verra. Très bien, merci, la sécurité, tout va très bien. Quand un haut responsable vous explique ça, vous dites, bon, il faudrait peut-être que j'en touche un mot à mes concitoyens, c'est un devoir d'informer. Donc il y a ça, en plus, ce policier me dit, mais on sait ce qui va se passer, hein. On intercepte des communications de temps en temps, donc on aura le flic égorgé en direct sur Internet dans une cave, on aura les personnalités publiques égorgées, abattues dans la rue, et on aura le centre commercial. Et là, alors là, même un djihadiste qui est vraiment... parce que les djihadistes, c'est pas l'élite, hein, c'est ceux qui sont recalés du djihad là-bas. Donc, c'est vraiment pas l'élite. Mais n'empêche, avec une Kalachnikov dans le Carrefour Market du coin, théoriquement, il risque de faire des dégâts quand même. Donc c'est ça le problème. Et comme ces gens ne sont pas différenciables des délinquants ou des criminels lambda, ils feront des dégâts. Et on a tellement de mal, les policiers ont un mal fou à les contrôler. Elle me dit, mais de toute façon, il y a le scénario le pire, c'est, vous avez vu les frères Kouachi, on a toutes les polices d'élite qui sont mobilisées pour 3 types au même endroit, il suffit qu'ils frappent à 5 ou 6 dans 6 villes différentes, et merci monsieur dame, nous on n'a pas les moyens, parce que comme c'est toujours les troupes d'intervention d'élite qu'on envoie sur ces théâtres d'opération, comme on n'a pas confiance en la police de base ou en la gendarmerie de base, et comme en plus les flics de base sont extrêmement conditionnés pour ne se servir de leur arme à feu qu'à partir du moment où ils sont décédés, on est obligé de... on ne peut pas s'organiser concrètement pour riposter à une attaque un petit peu, mais vraiment un petit peu concertée. Donc, en gros, on est largué. Donc ça, c'est la première chose. La France est dans un état de guerre civile, hein, parce que quand vous avez des individus organisés qui tirent à l'arme de guerre sur des policiers, ça s'appelle un état de guerre civile. Il y a cet aspect-là, il y a aussi la face la plus grande de la délinquance, parce que celle-là on en parle quand même, on parle un peu du terrorisme, mais on parle très peu de la délinquance quotidienne qui est vraiment colossale. Les chiffres, si vous avez l'occasion de procurer la version augmentée de la France Orange Mécanique, vous verrez que ce qui se passe tous les jours en France, c'est absolument faramineux et impensable. On en parle très peu, on préfère parler des viols qui se passent en Inde, en Suède ou au Gabon, plutôt que de ceux qui se passent tous les jours en France, et il y en a énormément. La loi n'est toujours pas appliquée, Christiane Taubira est toujours ministre de la Justice, donc vous imaginez que la situation ne s'améliore pas vraiment. Il y a toutes ces sortes de choses, et je voulais répondre aussi aux attaques qui avaient été faites contre ce livre, qui étaient assez nombreuses, qui concernaient tout un tas de points précis, et donc je voulais rendre mon analyse définitive. Je sais que les faits ne vont pas s'arrêter avec ce livre, hélas, je pourrais faire une version augmentée si c'était uniquement des faits, je pourrais en faire une tous les ans, mais là voilà, en tout cas l'analyse elle est définitive. J'ai ajouté aussi des faits qui me semblaient significatifs dans le traitement médiatique. Par exemple, pourquoi quand une jeune femme est violée parce qu'elle est juive, tous les médias en font la une, et pourquoi quand une jeune femme est violée parce que c'est une salle française, comme c'est arrivé à Évry, pourquoi il y a un média et demi qui en fait un entrefilet. Voilà, pourquoi quand quelqu'un est retrouvé complètement désarticulé dans un caddie de supermarché, tous les médias en parlent parce qu'il est issu d'une minorité. Pourquoi, quand ça arrive tous les jours à Jean-Patrick ou à Michel, tout le monde s'en fout. Voilà, c'est très concret, mais d'insister sur le traitement médiatique, sur tout ce qui peut nous attendre, et je m'interroge sur ce qui pourrait maintenant nous arriver.